Très heureux d'être de retour. Et en plus, on a un très bel invité en l'honneur de Kevin Lele Sadjo. Comment tu vas, Kevin ? Très très bien. Ça va ? Ça va. Très heureux de t'avoir avec nous. On a déjà commencé un peu à parler depuis tout à l'heure là. Je sens dans la sauce d'un grand niveau. Je sens la sauce d'un grand niveau. Tu nous disais que même chez toi, dans la sauce, en général, c'est pas très bon signe. Ouais, effectivement. Au Cameroun, donc, lorsqu'on dit t'es dans la sauce, c'est pas bon signe. Écoute, t'as capté l'état d'esprit. Effectivement, ça c'est sûr. Je t'en fais. Non, ça va bien se passer, t'en fais pas. On a déjà du monde, ça fait plaisir. Il y a aussi Arnaud qui est avec nous. Bien sûr, dans le chat. Il y a Soran, il y a Tom. C'est ta première fois sur Twitch ? C'est ma première fois, oui. Alors, si tu veux, le concept, c'est que là, t'as le chat, en fait, t'as les gens qui vont réagir en live à ce qu'on dit. Donc, à deux moments, je vais te poser des questions que les gens posent, etc. Okay. Si toi, même à un moment donné, tu vois un message sur lequel t'as envie de réagir, n'hésite pas. Tu peux nous couper la parole et réagir sur le message qui t'interpelle. D'accord. Mais tu vas voir, en général, ils sont de très bonne ambiance, c'est très détente. J'espère. Et même quand il n'y a pas de questions, tu peux nous couper la parole, en fait. Oui, c'est ça. Quand tu veux. C'est toi le boss. On t'accueille, Kevin, parce que dimanche soir, ça sera sur RMC Sport 2. Tu organises ta première soirée. Effectivement. Et tu combats contre. Il est suédois, c'est ça, Sven Elbir ? Non, je pense qu'il est allemand, mais je pense d'origine. Ouais. J'ai cru qu'il était suédois. Non, c'est le Sven qui m'a. D'origine turque, je pense. Ok, ça marche. Sven Elbir, si tu devais te présenter, t'as quel âge ? Quel sport tu pratiques ? Parce que là, on va vraiment aussi parler pour tout le monde, tu vois. Oui. Peut-être aussi pour les gens qui connaissent pas ton sport et qui te découvrent. Et t'en es où dans ta carrière ? Actuellement, moi c'est Kevin Lele Sadjo, comme vous pouvez le savoir, on le voit. Ouais, en gros, et c'est écrit dans la sauce, c'est pas mon nom de famille, le reste. C'est Kevin Lele Sadjo. J'ai 33 ans et je pratique de la boxe anglaise. Ouais. Et actuellement, je suis champion d'Europe en titre. Donc là, j'ai pas pu remettre mon titre en jeu parce qu'on a eu du mal à trouver d'adversaire. Okay. Et moi, mon prochain titre que je vais mettre en jeu, ça sera mon championnat d'Europe. J'ai les enchères qui est le 6 juin, face à Giovanni De Carolis, un gros client, mais que je pense qu'on va mettre aussi dans la sauce. Ça c'est sûr et certain. Et là pour l'instant je suis focalisé plutôt sur le combat du dimanche à Créteil. Ça marche. Et on en reparlera, mais on peut déjà le dire, quand il est devenu champion d'Europe, c'était fin 2021. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Kevin ? Ouais, c'était bien ça. C'est sans doute la plus belle victoire française de cette année-là. C'était un super exploit. Il a été chercher un Anglais chez lui pour ramener cette ceinture et c'était une perf XXL. Alors je précise quand même qu'on n'a pas n'importe qui avec nous. C'est réellement, tu es réellement un des meilleurs boxeurs français. L'avenir dira peut-être que tu es le meilleur boxeur français. Deux petites précisions. Tu combats dans quelle catégorie et quel est ton bilan ? Actuellement, je évolue dans la catégorie des super moyens, 76 kilos. Ouais. Et mon palmarès, c'est 19 combats, 19 victoires, donc 17 avant la limite. Okay. 17 par KO, quoi. 0 défaite. Voilà. Pour l'instant, on touche du bois. Machine à KO, et précision pour nos auditeurs qui connaissent les grands noms de la boxe, c'est la catégorie de Saul Canelo Alvarez, le Mexicain, une des plus grandes stars de la boxe actuelle. Et de notre confrère Christian Mbili. Bien sûr, on allait en parler. On va en parler. Je m'en doutais. On va en parler, bien évidemment, on est obligé d'en parler. Il y a Titi, regarde dans le chat, qui nous dit: tu es un des deux grands phénomènes du moment avec Bakary Samaké qui combattra aussi effectivement sur la carte. Exactement. Ouais. Très bon boxeur ce jeune. Ouais. C'est toi qui t'es occupé de la. Il faut préciser que la carte de dimanche, c'est la première fois que tu organises une soirée. Actuellement, je fais une co-organisation avec mon promoteur qui est Y12, Yohan Zawi, et on a voulu faire une grosse soirée de boxe. On n'a pas hésité à aller chercher des vrais boxeurs, des bons boxeurs, pour pouvoir présenter à RMC qui nous a accueillis, qui nous a mis tout en place pour les offrir aux spectateurs, aux abonnés des RMC, un vrai spectacle de boxe. On ne veut pas présenter un plateau de, comme je pourrais dire, des boxeurs de la foire du trône, des vrais boxeurs. Poser une vraie belle soirée. Voilà, pour que les téléspectateurs se régalent. Bien sûr. C'est la première fois que tu fais. Excuse-moi, Alex. C'est la première fois que tu fais ça, que tu organises avec ton équipe et ton promoteur. Oui, c'est la première fois. Pourquoi tu as eu cette envie-là ? Parce que franchement, aujourd'hui, dans ma ville, je suis beaucoup soutenu par les jeunes de ma ville, les jeunes de mon quartier. Et je pense que c'est la boxe qui m'a permis aujourd'hui de devenir ce que je suis, un homme avec des responsabilités, avec des principes.
Et la seule façon de remercier et de montrer à certains jeunes de ma ville et d'autres villes qu'on peut s'en sortir à travers le sport. Donc pour moi, la seule façon de la remercier, c'était d'organiser ce gala pour eux, pour qu'ils viennent me soutenir et voient vraiment qu'on peut partir de très loin et arriver au haut niveau. C'est beau, ça rigole. C'est une pression importante, parce que je crois que tu l'avais dit vite fait, mais cette réunion, elle est à Créteil, c'est le fief de Kevin Lélé Sadjo, où il y a depuis que tu es arrivé en France à 9-10 ans, c'est ça? C'est ma ville d'adoption. Je connais un peu aussi, non? Ouais, voilà, je connais un peu aussi. Et c'est le clin d'œil, c'est que même ces derniers jours, moi, quand j'ai parlé à des vieux potes de Créteil, parce que j'ai pas mal été dans ce coin-là quand j'étais jeune, et que je leur disais, mais c'est que dimanche, là, on a un gros boxeur de chez nous qui vient, et c'était unanime. Tout le monde à Créteil, même les gens, on a une dizaine d'années d'écart, donc c'est les gens de la génération d'au-dessus. Ouais, c'est Kevin. Kevin, il est dimanche au Palais des Sports. Je pense qu'il y a toute la ville, clairement, qui sera derrière Kevin dimanche soir. Pour moi, c'est une fierté. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Toi, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens, je sais pas, soulagé de pouvoir organiser ce gala-là? Est-ce que tu te sens un peu stressé? Comment tu te sens? Franchement, j'ai les deux sentiments. Je suis content, très très content d'organiser ce gala dans ma ville, mais en même temps, je suis stressé parce que je vais porter le fardeau de toute une ville, déjà Créteil, de toute la France, parce que je vais représenter mon pays, et c'est dur. C'est dur. Il y a ma famille qui va venir, il y a tout le monde, il y a le maire qui m'a mis la pression, il m'a dit t'as intérêt à gagner. Ouais, et c'est une ville, là pour le coup, pour connaître, je peux t'assurer, Kevin me contredira pas, c'est une ville qui est très fière d'elle-même. Les habitants de Créteil sont très fiers d'être cristoliens. Et donc dimanche, il y a un peu de ça aussi, je pense. Ça va être ton 20e combat pro. Tu sens la différence par rapport aux autres combats? T'as une petite pression en plus? Oui, parce que franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de pression. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives au haut niveau, tu n'as plus droit à l'erreur. Ça veut dire tout maintenant est calculé. Avant, tu pouvais boxer, tu pouvais avoir un peu des défaites. Mais là, on n'a plus droit à la défaite. Parce que si avec une défaite, on dégringole des classements. Ça. Et je perds tout. Ça veut dire si je perds là, je perds mon titre de champion d'Europe. Je vais devoir recommencer à zéro. Et pour moi, recommencer à zéro, non, je préfère arrêter la boxe. Là, il faut que je perde un championnat du monde, mais pas là. Bon, RMC Sport, c'est la chaîne du combat. On parle aussi beaucoup de MMA. T'en penses quoi parce que dans le MMA, une défaite, c'est un peu moins préjudiciable, tu vois ce que je veux dire? T'en penses quoi de cette phobie de la défaite en boxe, tu vois, et notamment en boxe anglaise? Parce que en boxe anglaise, c'est difficile d'arriver au haut niveau. C'est très très difficile lorsqu'on arrive au haut niveau. Il y a tellement de sacrifices avant d'arriver au haut niveau parce qu'il y a plein de boxeurs. À MMA, je pense qu'il y a beaucoup moins de boxeurs MMA qu'en anglaise. C'est plus facile en MMA d'arriver vite au haut niveau. Alors que nous, c'est difficile. Moi, ça fait aujourd'hui 9 ans que je fais de la boxe. On va dire 5 ans professionnel. J'ai du mal à grimper parce que c'est un business. C'est très, très difficile. Il faut avoir un promoteur qui a beaucoup d'argent, qui va te défendre lors des conférences pour pouvoir pousser son boxeur pour entrer dans les classements. C'est ceux qui ont plus d'argent qui se retrouvent au-dessus. Bien sûr. Par rapport, et pour terminer avec ça, sur la défaite qui peut être préjudiciable en boxe, est-ce qu'on en parlait, je ne sais plus avec qui, Alex, et on en parlait de lui en privé juste avant. Est-ce que tu penses que c'est à cause de la carrière de Floyd Mayweather qui a imposé ce clean sheet, j'ai envie de dire, que ça a transformé la défaite préjudiciable en boxe? Et si oui, est-ce que tu lui en veux en quelque sorte? Après, moi, franchement, je ne m'identifie pas à lui. Si la défaite doit arriver, ça va arriver, ça c'est sûr et certain. Mais il faut des gros combats. Moi, j'ai envie de perdre pour des gros combats, pour des gros championnats du monde, prendre des risques de perdre pour des vrais combats. Mais aujourd'hui, on ne peut pas perdre pour des petits combats. Franchement, mon adversaire, là, j'ai analysé, il est largement dans mes cordes. Voilà, j'allais te demander. Voilà. Et donc, Floyd Mayweather, il a instauré ça. C'est vrai que beaucoup de boxeurs aujourd'hui veulent la carrière à la Floyd Mayweather, mais personne n'y arrivera. Floyd Mayweather, c'est Floyd Mayweather. Personne, lui, il est unique. Complètement d'accord. Et en fait, pour compléter ta question, parce que le modèle Floyd, là où il a inspiré maintenant, c'est que Floyd, c'est devenu le sportif le mieux payé de la planète. Il a gagné plus d'1 milliard de dollars dans sa carrière. Je peux te dire, quand t'es boxeur et que tu vois ça, tu dis, ouais, c'est peut-être un modèle à suivre. Quand même. Exactement. Ça peut rapporter. Mais en effet, il a instauré ça. Si tu prends le top 10
all-time de la boxe. Alors il y aura toujours débat, c'est subjectif ce genre de classement, mais il y a des mecs, des Sugar Ray Robinson, des Roberto Duran, ils en ont des défaites, Des défaites, et pas qu'une. effectivement. Mais cette génération-là avec Mayweather a instauré ce truc un peu où c'est important d'avoir son zéro. On dit la culture du zéro, garder le zéro pour pouvoir vendre aux télé que je suis invaincu et faire des affiches un peu plus vendeuses. Mais en vérité, dans la boxe, comme dans le MMA, une défaite, ça ne doit pas arrêter ta carrière. Ça arrive, c'est sur le chemin. Et tu peux même venger une défaite. Je parlais de Roberto Duran qui avait battu Sugar Ray Leonard. Leonard le rebat derrière. C'était comme ça la boxe dans l'ancien temps et ce serait cool que ça revienne un peu comme ça et qu'on s'attache pas à se dire il a une défaite, ça y est, c'est carrément. Effectivement. Alors, si je peux me permettre, mais est-ce que ce serait pas aussi un mal pour un bien quelque part, parce que ça te permet mentalement de passer si, autre chose. Il y a des défaites qui sont constructives, qui te remettent en question. Tu réalises souvent, ça peut arriver. Par exemple, moi, j'ai mes deux combats où j'ai pas gagné avant la limite, où je me sentais déjà un peu, je me disais waouh, ça y est, c'est bon, je gagne tous mes combats avant la limite. Je me suis un peu senti pousser des ailes. Et j'ai fait 2 combats avec des adversaires que je pouvais battre. Ça m'a remis en question. Je recommence à travailler durement parce que je me croyais déjà superstar, le roi des KO. J'étais à 14 combats, 14 KO. Je suis vite redescendu. Hein. Ouais. Mais c'est terrible, on l'a eu avec Tony Yoka récemment, si tu penses bien. Ouais. Il fait tous ses premiers combats, la majorité du grand public lui dit t'affrontes personne, c'est nul. Il prend une première défaite, t'es fini, t'as plus rien à faire dans ce milieu-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mec il pouvait qu'à faire un championnat du monde, c'est soit il le gagne, soit il le perd et puis c'est fini. Ça n'a aucun sens en fait de penser comme ça. Non, ça n'a aucun sens. On est un peu cruel. Jusqu'où tu te vois aller? Franchement, aujourd'hui, je me vois aller faire un championnat du monde. Ouais, c'est mon objectif. C'est vraiment mon objectif. Forcément, on en vient à parler de Christian, qui lui a fait le choix de partir au Canada. Exactement. En termes de visibilité, on sait comment ça se passe au niveau de la boxe. Et si vous ne savez pas, c'est beaucoup sur ce qui est des promoteurs, avoir de la visibilité. Ramener des gens, etc. Christian Mbili, je ne sais pas si on l'a précisé, si on a dit que Christian. Peut-être que j'ai dit que Christian. Christian Mbili. Qui est challenger numéro 1 au classement de Canelo. Est-ce que pour toi, Christian, c'est un exemple ou une source de motivation, si tu vois la différence entre les deux? En gros, est-ce que tu veux l'imiter ou est-ce que tu veux aller le chercher? Voilà. Non, Christian, franchement, on se parle beaucoup. Ok. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous êtes connus comment? On s'est connus en équipe de France. Okay. On a boxé ensemble. On a fait 2 combats en amateur. Il y a un chacun. Ouais. Une victoire pour lui, une victoire pour moi. On s'est affrontés. Et on s'apprécie énormément. Déjà, le storytelling est parfait. Il est parfait. Ce que je veux dire. Voilà. On fait la belle pour un championnat du monde. Exactement. Et Christian, on s'est promis. C'est dommage qu'il n'est pas européen. Parce que lorsque j'ai pris le titre de champion d'Europe, si Christian était français, j'aurais demandé qu'on fasse ma défense contre lui. Mais Christian, on s'est promis que si demain il devient champion du monde, il va défendre face à moi. Et si moi demain je deviens champion du monde dans une autre dans une autre fédération, je ferai contre lui. Ça c'est sûr et certain. Mais moi j'ai envie de le boxer. Et lui il a envie de me boxer. Ça c'est sûr. J'ai toujours dit ce combat, j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire pour le public français qui demande énormément qu'on organise ça à Bercy. On se fait une grosse castagne, on remplit la salle, on se tape dessus. À la fin on se fait la bise, on va taper un bon petit burger. C'est génial, c'est ce que je veux. Voilà. Et ce soir-là, il n'y aura pas que la France de la boxe qui sera devant l'écran. Je crois que le Cameroun sera légèrement devant l'écran si un jour aller les Sadio contre Mbili. Derrière, il y a Goth là. Il y a Goth, tu vas pouvoir répondre à ça. Qui dit Saul Alvarez Canelo. Meilleur que Kevin Lele Sadjo? Sincèrement, il a absolument raison. À l'heure actuelle, il est meilleur. Il n'y a rien à dire. Je ne veux pas dire que je suis meilleur que lui. Je ne suis pas meilleur que lui. Canelo, il est au-dessus. Lui là, c'est l'Everest, l'Himalaya. Pour l'instant, j'ai pas encore les armes pour pouvoir aller escalader cette montagne. Donc, on est toujours en train de travailler avec mon promoteur, avec mes entraîneurs. On est en train de construire une équipe que demain, si en progressant, on pourra, si on demande à l'opportunité de le boxer, qu'on ait au moins les armes pour pouvoir rivaliser, aller jusqu'au bout. Je ne vais pas dire que je ne peux pas le mettre KO, ça c'est sûr et certain, mais je vais me donner les moyens pour pouvoir le boxer, ça c'est sûr. Il est meilleur que moi. T'as vu son dernier combat contre John Ryder début mai au Mexique? Ça pensé parce que pour tout avouer, quand j'étais devant, je me suis dit, je l'ai trouvé un peu moins slick en défense, je l'ai trouvé un peu moins... Comme si il commençait le début de la pente descendante, Canelo. Tu penses un peu la même chose? Tu penses oui, franchement. On commence à descendre, après, tu sais, comme on dit toujours en boxe, les combats se suivent.
mais ne se ressemblent jamais. C'est ça le problème. Ça se trouve, il a organisé chez lui aussi, au Mexique. Pas la même motivation. La pression, c'est pas la même chose. C'est dur de rester aussi longtemps au top. Effectivement. Et donc, je sais pas, on va voir son prochain combat. C'est à partir de son deuxième combat qu'on va vraiment statuer, on va vraiment voir s'il est en régression. Ou, sur un combat, on peut pas juger. Franchement, c'est difficile de juger sur un combat. Puis tu as raison, parce qu'on l'a vu ce week-end, on pourrait même faire le parallèle avec Lomachenko, dont la sortie d'avant était pas très rassurante et qui a fait un bien meilleur combat là, parce qu'il y avait une autre motivation, qu'il y avait les 4 ceintures en jeu, donc ce sera sans doute la même chose pour Canelo. Il y a Kevin dans le chat qui nous demande contre quel... C'est pas toi ? Non, c'est pas moi. Ok, j'ai cru que c'était toi. Contre quel boxeur de ta catégorie tu aimerais pouvoir te tester avant peut-être un combat contre Canelo ou Christian ? J'ai rajouté Christian dans la question, mais parce qu'on a déjà parlé de Christian. On a demandé pas mal de boxeurs qui ont refusé, qui étaient bien classés. Il y a un boxeur, je ne connais pas trop les noms, qui est dans la team de Golovkin, qui a la ceinture WBC Silver, qui a refusé de m'affronter. Il y a... pour préciser aux gens et pour expliquer, quand on refuse d'affronter, c'est que les mecs ont peur de toi ? Non, je ne sais pas s'ils ont peur, mais peut-être ça ne les intéresse pas. Je ne peux pas dire qu'ils ont peur. Mais en quoi ça ne peut pas les intéresser ? Je ne sais pas. Peut-être ils pensent que médiatiquement, t'as pas encore l'attrait. Ou peut-être certains disent non, Kevin, c'est trop dur, c'est trop risqué. Parce qu'aujourd'hui, au haut niveau, c'est devenu un jeu d'échecs. La boxe, au haut niveau, on ne va pas se cacher. Mieux t'es classé. Par exemple, Christian, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt de venir me boxer. Il est numéro 1. Et moi, je suis numéro 7 WBC. Pour lui, il a tout à perdre en venir me boxer. Lui, il doit regarder devant, vers le haut, que de regarder derrière. La plupart des boxeurs qui sont devant, ils évitent de prendre ceux qui sont derrière parce qu'ils vont prendre de risques. Ils se disent, avec une défaite, il passe devant moi et il est susceptible de faire un championnat du monde. C'est un jeu d'échecs. C'est dur à piloter le haut niveau. Ça se pilote maintenant avec des grosses chaînes, des gros promoteurs. Et à l'inverse, les adversaires, les champions du monde de cette caté, Saul, Canelo, Alvarez, puis même, tu peux citer les David Benavidez, les Caleb Plant de l'époque, ces gens-là. Ils n'ont pas trop d'intérêt à aller chercher un Christian ou un Kevin Elesadjo, puisqu'il n'y a pas l'économie qui va avec. C'est un gros risque de perdre leur statut. Donc, pour un Kevin ou pour un Christian, il faut aller chercher la place de challenger obligatoire qui va les obliger, ces champions, à les affronter. Mais la boxe, pour te répondre, à très haut niveau, c'est autant un business qu'un sport. En fait. Haut niveau, moi, je dirais aujourd'hui, c'est devenu le business. C'est même plus un business, t'as raison, c'est plus un business. Par rapport à ça, il faut être bankable, t'allais dire, mais par rapport à ça, est-ce que tu penses faire ce qu'il faut pour arriver à tes objectifs, juste sur la partie marketing, business, etc. Ou est-ce que tu penses qu'il faut faire évoluer certaines choses ? Les deux. Franchement, les deux. Aujourd'hui, il faut vraiment, comme on voit Ryan Garcia, c'est pas un boxeur. Pour moi, les gens qui connaissent pas la boxe, ils ont vu Ryan Garcia comme un véritable champion. Sur les réseaux, etc. Sur les réseaux, parce que vraiment, il travaille bien son image. Il y a 1 ou 2 highlights qui ont tourné partout. Voilà, partout. Et tout le monde qui vient me dire, t'as vu, il va battre Gervonta. J'ai dit, il pourra jamais battre Gervonta. Ryan Garcia, c'est un bon boxeur, mais il n'est pas le statut de Gervonta. Et aujourd'hui, même nous, petits boxeurs, pour pouvoir choquer les autres, ils regardent beaucoup la visibilité. Il faut qu'on soit visible, il faut qu'on soit bankable. C'est lorsqu'on est bankable qu'on va les intéresser. Il va dire, pourquoi tu veux que j'aille voir Kevin, va arriver sur mon Instagram, il va dire, vas-y, il va arriver en France, il va regarder ma cote de popularité, il va dire, vas-y, lui c'est un petit smicard, lui. On va le mettre sur le côté, il va rien nous apporter. Et même pour lui, il va se faire critiquer, Canelo. Par exemple, le dernier combat face à John Ryder, il y a eu beaucoup de critiques. Ils ont dit, on en a marre de le voir boxer des mecs comme John Ryder, on préfère qu'il boxe Benavidez ou encore Bivol. Ou un des frères Charlot. J'ai suivi ça. C'était critiqué. Sachant, Kevin, qu'au moment où il l'affronte, John Ryder, il est sur le classement The Ring, qui est assez légitime du grand magazine américain, il est 6e mondial. 6e, voilà. Et les mecs critiquent en disant pourquoi t'affrontes. C'est un délire, quoi. Soit tu prends le numéro 1 ou 2, soit en gros t'affrontes un tocard. C'était une victoire assurée. Vous savez, comme on vient de le dire, la boxe c'est devenu le business. C'est sûr, c'est une victoire assurée où il va pas trop transpirer, où il est sûr de gagner. Et moins de risques que d'aller prendre un Benavidez ou un Bivol. C'est clair. Kevin qui nous dit, tu sais, Kevin qui a posé la question tout à l'heure, si tu aimerais te tester contre quel boxeur tu aimerais te tester, il nous dit qu'apparemment vous êtes entraînés ensemble. Kevin nous dit. Donc je sais pas. On va voir. Donne-nous plus de précision, Kevin. Faut qu'il nous précise qui il est. Précise qui t'es. Kevin, on t'a pas demandé aussi si tu peux nous raconter un peu ton parcours, qu'est-ce qui te mène à la boxe, parce que je sais que tu as fait beaucoup de football à un bon niveau. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et à quel moment tu transites vers les gants et les rings ?
Franchement, déjà, mon histoire, elle est un peu compliquée. Parce que avant, j'étais footballeur, je jouais à l'US Créteil. T'as commencé par le foot? J'ai commencé par le foot. J'étais footballeur comme tout le monde. À quel âge? Depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai commencé le foot. Je rêvais d'une carrière de footballeur, mais le football ne m'a pas aimé. T'en as eu marre des arbitres? T'as voulu te défouler sur Non, même pas. J'étais assez turbulent. J'étais quelqu'un dans ma ville, ils me connaissent. Sauf s'ils m'appellent tous tonton, parce que j'étais bagarreur. Okay. J'étais beaucoup bagarreur. Et j'ai arrêté le foot parce que ma mère m'a obligé d'arrêter le foot. Elle m'a dit, ouais, tu dois passer ton bac cette année, arrête le foot. J'ai arrêté le foot, je me suis mis dans mes études. J'ai eu mon bac. Après le bac, j'ai pas repris le foot. Et comme je me battais beaucoup, j'ai un pote avec qui on était à l'école et qui faisait un peu de la boxe. Il m'a dit, vas-y, viens, on va à la boxe et tout. T'aimes trop te battre à la sortie du collège, du lycée, tout ça. Du lycée, de l'université. Je dis, vas-y, on y va. Je suis parti, j'ai poussé la salle. J'ai dit, waouh, j'ai commencé à m'entraîner. Mon premier entraînement, je me rappelle, c'était Toufik, l'entraîneur. Il m'a dit, mais t'as déjà fait la boxe, toi? Je dis, non. Je dis, mais si, t'as déjà fait la boxe. Je dis, non. Il m'a pas cru. Et j'ai kiffé. Okay. Et je me rappelle, mes premiers combats, je mettais que des KO en amateur. J'ai eu même un club qui a voulu porter réclamation. C'est vrai? Ouais. Parce ils ont que quoi? t'as mis un Parce trop qu'il gros KO? y avait un boxeur, je crois que c'était un club de Torcy. Le mec, il devait avoir 16 combats. Et moi, je devais avoir 8 combats. Et je l'ai affronté à la coupe du Val-de-Marne. Et je l'ai mis un KO au deuxième round, mais méchant. Et je me rappelle, il a dit non, c'est pas possible. Ce mec, il a déjà boxé au bled. Nanana. Ils ont appelé la fédération. La fédération, il a dit il avait jamais boxé. Et on a un crack devant nous, quoi. Voilà. Et en fait, je suis quelqu'un, je me suis mis dans la boxe. J'ai tellement kiffé ma première fois. Et je me suis mis à travailler dur. Je trouve vraiment difficile. Là, je travaille même pas comme je travaillais lorsque j'étais amateur. Ouais. À l'amateur, j'étais un acharné de travail. Je travaillais énormément. L'entraîneur me dit arrête. Et c'est quoi le kiff quand tu dis j'ai kiffé tout de suite? C'est quoi qui t'a. C'est le fait de défouler un peu ce côté bagarre que tu avais, mais dans un cadre de règles. Respectueux, règles, et surtout les valeurs. C'est surtout les valeurs de la boxe. Donc, le respect, l'humilité, ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Voilà, j'allais dire question cliché, ça t'a canalisé. Et depuis que je fais de la boxe aujourd'hui, ça fait 9 ans, je me suis plus jamais battu. Ouais. Alors qu'avant, tu me regardais, et tout de suite, pour un regard, ça te faisait briller. Tout de suite. On avait quelque chose à prouver. Tu sais, dans la penses banlieue. que ça vient de quoi? Ça vient de ça Ouais, on a toujours quelque chose à prouver. On veut montrer qu'on contrôle, qu'on c'est nous les patrons. Ouais. Voilà, tu sais, quand tu es dans un quartier difficile, il faut s'affirmer. Si tu t'affirmes pas, tu te fais marcher dessus. Ouais. Quel poste t'étais au foot, il demande dans le chat? J'étais défenseur, agressif. Ça a dit gardien, ça a dit gardien avec les gants. Non, j'étais défenseur, j'étais un casseur. Défenseur rugueux, c'est ce que j'allais dire, défenseur rugueux à mon avis. Il défendait avec les mains, il mettait des coups. On m'appelait Rigobert Song. Carrément, je cassais trop les... De fou. Quel poste il y a des KO gentils, nous dit, c'est éteindre les... Ouais, moi c'est ça que je voulais te demander, parce que tout à l'heure t'as dit, par exemple, t'as raconté l'anecdote là quand t'as commencé à boxer en amateur et que t'as mis un KO méchant. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit une fois, putain lui je l'ai vraiment amoché? Le mec que t'avais en face de toi en lui mettant un KO, tu t'es limite tu t'en es voulu. Ouais, d'accord, ok. Sans mentir. Ouais. Je vais pas vous mentir, non. Ouais, parce que quand je monte sur le ring, soit c'est lui, soit c'est moi. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me dis, ma mère m'a pas accouché pour qu'on me tape dessus. C'est à moi de taper l'autre. Ça, c'est ce que je monte pas sur le ring pour me taper. Est-ce qu'au final, t'as pas cette appréhension du premier, soit vrai coup qui va te mettre mal ou du KO, à force d'en mettre? Mais j'ai déjà pris des coups qui font mal. Ouais. Ah, j'en ai pris. Je me rappelle quand j'ai boxé pour la WBA intercontinentale à Marseille, j'ai pris un hypercut. Mes jambes, elles ont fait du zouk. Grrr, j'ai eu des fourmis. T'as dansé. Ah oui, après je dis non, mais comme je suis un boxeur, moi je réfléchis beaucoup sur le ring, même mes entraîneurs me disent tu réfléchis trop. Quand je prends un coup, il faut pas que je le reprenne. Ok. Mais tu sais, moi j'en avais parlé avec Souleymane Sissoko, qui a bossé souvent en consultant chez nous à RMC. Je sais plus, c'était un combat aux États-Unis qu'il avait fait, peut-être celui à San Diego, celui où il prend le premier knockdown de sa carrière pro. Ouais. Et j'en rigolais, je lui dis ça t'a fait quoi et machin, et il me dit et c'est vrai, en plus je le savais ça, mais il me dit Alex, mais tu sais qu'on en prend tout, enfin à l'entraînement, j'en ai pris des knockdowns. C'est le premier en combat, mais je sais quoi faire. Enfin, ça, je suis pas genre oh qu'est-ce qui se passe, c'est la première fois de ma vie quoi. Ils en prennent des sacrés à l'entraînement, donc c'est clair. Alors je suis désolé, mais quand tu te prends un KO, oui.
Qu'est-ce qui se passe? Si tu vois tout noir d'un coup, tu es conscient de ce qui se passe, raconte un petit peu. Mon pote, je te jure, hein, pour l'instant, je touche du bois. J'ai jamais vécu ça. On m'a jamais éteint la lumière. Après Rémi, on peut lui donner des gants puis on teste direct. Ouais, quoi, je te jure. Voilà. Je peux pas. Franchement, la sensation, je peux pas te dire. J'ai jamais ni à l'entraînement ni en combat. Et ça, t'en as parlé justement avec des amis qui en ont eu. Comment ça se passe? Parce que c'est une manière d'appréhender aussi ce qui pourrait t'arriver. Ouais, moi ils m'ont dit c'est à la sensation. C'est comme si t'éteins la lumière, tu rallumes. Ouais. Fou, après je sais pas. Ouais. Ils m'ont dit c'est comme si t'as éteint, tu te trouves dans le noir et après ça revient. Comme un interrupteur, tac tac. Tac tac. C'est pas de la boxe, mais à l'UFC, Kamaru Usman, l'ancien champion de welter, qui a dit récemment qu'il avait pris un KO en août dernier. Et il a dit récemment, mon premier souvenir entre le moment juste avant le KO et après, c'est mon réveil dans l'ambulance. 20 minutes après, alors qu'il était conscient sur le ring, tu le vois, il est debout, il est conscient, mais il a complètement tout oublié. C'est qu'en fait, son premier souvenir, c'est entre le KO et le moment où il reprend conscience dans l'ambulance, et il y a bien 20 minutes, il explique. Mais il est debout dans le ring. Il y a ses parents qui viennent, il parle, il réagit, il répond même aux interviews. Mais il n'était pas conscient en fait. Parce que un jour, j'étais en sparring à la salle, j'ai mis un KO à un de mes collègues, un partenaire d'entraînement. Oh la boulette. Non, je l'ai mis KO. Après, on était aux abdos. Ouais. On a dit, mais Arnaud, tu sais que t'as pris un KO? Il me dit non, je me souviens pas. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, il se rappelait plus de rien. Ouais. Et c'est pour ça aussi, des fois, tu fais des annonces. Bonjour, vous êtes qui? C'est ça. Il savait pas qu'on avait fait du sparring. On était aux abdos. Des fois, t'as des arbitres qui arrêtent et tu vois le mec qui dit non, je suis bien. Alors qu'il s'est même pas rendu compte qu'il s'est pris un KO, le mec. Ouais, beaucoup. Et c'est vrai, ça fait peur. Je te jure. Tu t'appelles Kevin Lele Sadjo, mais ton surnom, c'est The Punisher. Oui. Il y a Arnaud qui nous demande dans le chat The Real Quest, qui demande pourquoi tu as choisi ça comme surnom. Avant, mon nom c'était The Phénomène. Okay. Mon ancien promoteur qui est Malamine Koné, lorsqu'il m'a signé, il m'a dit toi on va t'appeler The Phénomène parce que tu arrives à la boxe, en 2 ans tu as fait champion de France amateur. Tu passes professionnel, tu es champion de professionnel à ton 4e combat. On n'avait jamais vu ça en France. J'ai battu Shamil Esmailov, personne ne voulait boxer. À mon 5e combat, je deviens champion de France professionnel. 3 mois après, 2 fois champion de France, plus personne ne veut me boxer, je lâche le titre. Il m'a dit, toi, on va t'appeler The Phénomène. Et moi, The Phénomène, ça m'énervait. Okay. Parce qu'il y avait Hassan Ndam, qu'on appelle El Phénoméno. Okay. Il y avait d'autres boxeurs qu'on appelle. Et moi, j'ai pas kiffé. Je mettais, mais c'était à contre-cœur. Et moi, je suis fan de séries de violence, de bagarres. Et un jour, je regarde Netflix, je vois The Punisher, le masque et tout. Je regarde, je vois, il punit les gens, il tabasse les gens. J'ai dit, waouh, c'est lui qu'il me faut. Et je suis rentré, je dis, hey, stop, The Punisher, mais ça à la poubelle. Tu demandes le carnet de correspondance à tous les commentaires. Là, petit mot. Allez, ouais, j'ai mis mon nom, c'est The Punisher. J'adore. Ça régale. Bon, on résume, un KO, c'est comme une bonne feria. Exactement. Fabuleux Gros Warlord. Je te jure. J'essaie de lire tous vos messages aussi. Ouais, moi je voulais te demander, Kevin, mais t'en parlais, t'as été, même si t'aimais pas le surnom, mais t'as été un phénomène sur la rapidité avec laquelle t'as avancé dans ta carrière. Tout le monde dit ça. Est-ce que tes coachs ont dû faire un peu un travail mental pour dire, tu sais, parce que dans la boxe, plus tu augmentes les étapes, plus la difficulté est grande, et de te dire, ce sera pas toujours aussi facile, et prépare-toi, parce que tu vois, tu le disais tout à l'heure, tu avais beaucoup d'humilité devant Canelo. C'est un travail que tu as fait avec tes coachs, ça, de se dire, il y a un moment, ce sera plus aussi facile, Kevin? Bah oui, les coachs, mes coachs, ils me mettent beaucoup plus en confiance, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Ok. C'est ça mon problème. Il me dit, toi, tu crois jamais en toi. Ouais, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt toi qui vas plus croire. Okay. C'est moi, même quand on fait des trucs, ils me disent, ouais, c'est bien, mais moi, je dis non, c'est pas bien. C'est eux qui me mettent vraiment en confiance. Moi, franchement, j'ai pas confiance en moi. Même là, quand je vais monter sous le ring, là, je te dis, tu me vois au vestiaire, je vais aller pisser 50 fois, mais il n'y a rien qui sort. Je suis un peu heureux. T'inquiète pas, on enverra notre JRI au vestiaire pour vérifier tout ça. Malgré ton début de carrière qui se passe super bien et l'épreuve, t'as quand même ce manque de confiance en toi. Toujours. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. Hein. Ouais. Je pense que de te remettre en question à chaque fois. Effectivement. J'ai toujours peur, et j'ai pas confiance en moi. Ok. Ouais. Mais j'ai toujours envie, j'ai toujours cette envie d'aller toujours vers l'avant, mais en même temps, je suis un peu craintif. Et par rapport à ce truc un peu mental, tu sens que dimanche soir, parce que dimanche soir, tu vas vivre un truc qui est quand même rare. Tu vas monter dans un ring et quand tu vas regarder à gauche, tu auras ta famille. Quand tu vas regarder à droite, tu auras les amis. Quand tu vas regarder en haut, il y aura les mecs du quartier. Tu me fais ça, ça va te booster, tu penses? T'es en train de me mettre la pression là. Je commence à transpirer là. Non,
on peut le prendre dans le bon sens et se dire là, je vais leur donner quoi, je vais leur donner le spectacle qu'ils Franchement, attendent. je me suis mis dans ma tête, je vais leur donner le spectacle qu'ils s'attendent, ça c'est sûr et certain. On va, pour tous les abonnés d'RMC, pour tout mon public, il y aura du spectacle, ça c'est sûr. Mais dans ma tête, je vais me dire, je suis à l'extérieur. Je vais me dire, voilà, je vais m'imaginer, je boxe en Angleterre contre les 25 000 spectateurs de Manchester Arena qui étaient contre moi. Je vais me dire, voilà, je ne vais pas calculer mon public. Les cris, les encouragements, je vais dire, c'est pour lui, c'est pour mon adversaire. Il va falloir que, voilà. Non, je vais mettre dans ma tête, je suis à l'extérieur, je ne serai pas chez moi. C'est à la fin qu'on va soulever la ceinture, qu'on sera à la maison. Ouais, t'as l'air habité quand tu le dis, tu regardes dans le vide là, comme ça, parce que je suis déjà dedans là. Okay. Quand tu me parles de ce combat là, mes yeux là, je me dis waouh. Et il parlait de la Manchester Arena, c'est là où tu as pris ton titre européen, en Angleterre. c'est ce combat dont je parlais fin 2021. Raconte-nous ça, parce que c'est quand même aller chercher un mec chez lui comme ça, toute la salle qui est contre. T'es ultra, pour contextualiser, Kevin n'est pas du tout favori quand ce combat est annoncé. Sauf ça, tout mon quartier, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont parié, ils ont gagné beaucoup d'argent. Comment tu l'as vécu? C'est un truc. T'arrives en mode guerrier, je suis en terrain hostile et je viens te chercher chez toi. Mais je suis sûr les gens ils vont être choqués. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Je devais boxer, j'étais challenger pour l'Union européenne contre Gustave Tamba. On devait faire le combat à Marseille avec Sébastien Acariès. Je m'étais préparé. Après, une semaine après, le combat est tombé à l'eau. Ok. Ça y est, Sébastien nous dit oui, on ne peut pas faire l'Union européenne face à Gustave Tamba. Et j'étais numéro 2 EBU. Donc, mon adversaire, comment il s'appelait encore? Jack Cullen, l'anglais, il devait boxer Emery Chukur, qui était challenger, qui était numéro 1. Et moi, j'étais numéro 2. Emery Chukur, le combat était déjà ficelé, tout ça. Emery Chukur, il s'est blessé à l'entraînement. Et moi, j'étais à l'entraînement, j'ai mis mon caouet de sudation, je commençais à courir parce que lorsque le combat est tombé à l'eau, j'ai mangé, j'ai pris au moins 3-4 kilos. Ok. D'accord, j'étais à 81 t'as kilos. mangé littéralement. Ouais, j'ai mangé, je suis allé, je vais pas te donner la marque des fast-food que je suis allé manger. Je suis allé bien manger. On peut parler de marque ici, t'inquiète pas. Moi, je suis un adepte de bon quick, je suis allé manger mon... T'es heureux du retour de Quick en France, non, du coup. C'est une parenthèse qu'il faut tirer parce que les gens le savent pas. Mais Créteil, c'est un des rares endroits en France où il y a encore 2 ou 3 Quick. Mais non, mais ça revient là. Ça revient. Non, mais c'est resté pendant des années. Même quand il n'y avait plus les Quick, t'allais à Créteil, il y avait toujours 2 ou 3 Quick. C'est à cause de lui. C'est lui, il a fait pression, frère. T'as celui de la préfecture. Celui de la préfecture en bas, de l'Armina, un dans le centre commercial et un grand nouveau là. Et puis au rond-point là. Rond-point Pompadour. Exactement, Pompadour. C'est là, il ferme tard le soir. Si vous étiez venu pour parler boxe, désolé, on parle de Quick. Moi, quand je suis pas bien dans ma tête, je tabasse des Quick. Ouais, je suis un peu pareil. Je tabasse des Quick. J'ai mangé des Quick, je suis monté au moins à 82 kilos. Et donc c'était du short notice, pour rappeler ce que tu dis. C'est du short notice total quand tu prends Cullen. C'est en dernier. C'était 10 jours avant, pendant la grosse période de Covid. Je me rappelle, il y a Gérard Tesseron qui m'appelle. Il me dit, ouais, Kevin, il y a un combat en Angleterre, son challenger s'est blessé, et toi, on t'a mis co-challenger. Tu veux le faire? J'étais en train de courir, je me rappelle, sur les bords de Marne. J'ai dit, vas-y, ouais, je prends. J'étais dépressif, hein. J'ai dit, vas-y, je prends. Il me dit, tu sais même pas c'est qui? Je dis, hey, Gérard, je prends le combat. Il me dit, t'es sûr? Je dis, oui, je prends. Je cours. Après, à un moment, je dis, hey, quand même, ça se trouve, je vais à l'Ocaspic. Je m'arrête un peu, je tape son nom, je vois le palmarès, je dis, waouh, je vois la taille 1m90. Je dis, putain, moi, je suis un petit nain, je fais 1m72, 1m90, je vais faire comment? Je vais boxer avec des escabeaux, quoi. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave, il me rappelle, je prends. Il me donne la bourse. Je dis, Gérard, purée. Je m'appelle à la dernière minute. Manque de respect complet. Je te dis, c'était un manque de respect complet. Tu peux dire les chiffres ou pas? Il m'a proposé 25 000 €. Ok. Et dit, Gérard, non, arrête. Un championnat d'Europe. Un championnat d'Europe, normalement. Mais j'ai appris derrière que ça a été beaucoup plus. Ouais. Parce que dans le business, tu connais le business de la boxe. Voilà, on va pas dire. Il me dit, bon, vas-y. C'est 25 000 à toi, mais en fait, c'est 75 000. Quoi. À la dernière minute, comme ça, c'était des gros montants qu'on te donne. Bien sûr. Et je dis, vas-y. Il me dit, non, il me dit 25 000, Kevin. Je dis, non, Gérard, arrête. Moi, je suis pas trop gourmand, je m'en fous, la boxe. Je vis pas, c'est pas la boxe qui me nourrit. Moi, c'est vraiment mon kiff. J'ai dit, vas-y, Gérard, rajoute 5 000. Il me dit, ok, je te rappelle. Il me rappelle derrière, vas-y, c'est bon pour 30 000. C'est bon, tu signes. Je dis, je signe. Hop, je finis mon footing, j'arrive à l'entraînement, je dis à mon coach, on nous a proposé un championnat d'Europe en Angleterre. Il me dit, face à qui? Je regarde, il me dit, ça va être chaud. Je dis, t'inquiète pas, on sera prêt. Il me dit, c'est dans 10 jours.
J'ai dit ouais. Dans 10 jours, hein, j'avais 10 jours de préparation, j'étais à 81 kilos. Donc ça veut dire quand elle m'a dit, j'ai bien couru, j'ai couru 2 heures de temps, un grand tour. Je suis arrivé avec mon caouet de sudation, je me suis pesé, j'étais à 78 kilos. Putain. Je te jure, comme par hasard. J'ai perdu parce que je bois beaucoup d'eau, j'ai éliminé toute la flotte, 78 kilos. Et je suis parti. J'avais 3 jours pour faire ma licence, tout ça. J'ai fait ma licence dans le speed, je m'entraînais même plus. Je suis parti en Angleterre. En Angleterre, je suis arrivé 3 jours avant, j'ai été confiné dans ma chambre 2 jours pour le test PCR, tout ça. Donc ça veut dire que je m'entraînais dans ma chambre. Heureusement, ils nous ont respecté, ils nous ont mis des bêtes de chambre. Je me faisais ma corde à sauter, j'ai perdu mon poids, j'étais bien, j'étais confiant. J'ai vu mon adversaire, j'ai dit waouh, putain, il est grand, comment je vais faire? Je dis, on s'en fout, en plus on n'a pas de public, on est là-bas. Je dis, les gars, vous inquiétez pas, ça va le faire. J'étais vraiment confiant et sachant que j'avais rien. Lorsqu'on te donne cette opportunité de boxer pour un championnat d'Europe, pour un vrai titre, tu vas jamais refuser. Moi, je refuse pas. Si demain on m'appelle pour un championnat du monde face à Benavidez ou Canelo, je vais aller, je vais saisir mon opportunité. Même si tu estimes que c'est un peu trop tôt à ce moment-là? Oui, même si j'estime. On sait jamais ce qui. Moi, quand je suis parti en Angleterre, si j'étais dans les calculs, jamais de la vie. Je me dis, j'ai que 10 jours de préparation, je peux pas le faire. Mais j'ai cru en moi. Comme ça. Sincèrement, j'ai cru en moi. J'ai accepté, je suis parti et j'ai dit je vais le faire, ça fête. Voilà, ils nous ont appelés à la dernière minute parce que nous, beaucoup quand on nous appelle les Français à aller boxer en Angleterre, on est des faire-valoir, on va pas se mâcher les mots, on va pas mentir. C'est difficile d'aller gagner en Angleterre. Ah non, mais ils t'ont appelé pour perdre, on va être clair. Pour ceux qui connaissent pas la boxe, j'avais ils t'ont une cote, appelé elle était pour à perdre. 0. Mais t'as senti que ça les a fait chier du coup quand t'as gagné? Eddie Hearn, c'était son boxeur. La il est de Manchester, le boxeur. Et Eddie Hearn, c'est un peu le Dana White de la boxe. Pour la boxe anglaise, avec Frank Warren, c'est les deux gros promoteurs de la boxe anglaise. C'est Matchroom pour Eddie Hearn et Queensberry pour Frank Warren. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait le travail. T'as parlé avec Eddie Hearn ou pas? Non. Mais t'as vu que ça le faisait chier? Ils étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés parce que j'étais le 3e combat. Mais tellement ils ont vu c'est monter la sauce là-bas en Angleterre, ils m'ont mis Common Event de Chisora Parker. Fort, dingue. Ouais, ils m'ont mis Common Event. Normalement, c'était Léron Richard qui était un Common Event pour la ceinture mondiale IBO face à. J'ai oublié son nom là. Celui qui a boxé. Non, je sais même plus comment il s'appelle. Bon, c'est un détail. Ouais. Mais du coup, quand c'est comme ça, ça t'amène pas des opportunités? Gens qui viennent vers toi? J'ai eu des opportunités avec Frank Warren qui m'a contacté. Mais maintenant, ces promoteurs, lorsqu'ils te contactent, c'est pour faire monter la boxe. Ils me signaient un contrat avec des conditions. Ils me conditionnaient. En cas de défaite, ton contrat il est rompu, tout ça cassé. C'est pas bon. Qui te convient pas. Et ils me demandaient de boxer à chaque fois mes défenses face que à des Anglais. C'est ça. Voilà. Donc c'était que dans leur intérêt. C'était que dans leurs intérêts parce tu rentres dans leur business en fait. Ils voulaient récupérer la ceinture. J'ai eu des contacts, c'est que ça. Voilà. Non, mais et puis il faut se rendre compte. Mais c'était bien payé. Ils payaient bien. C'est un championnat d'Europe. Il y a peu de sports, j'en vois pas en fait, où tu vas préparer un championnat d'Europe à 10 jours du truc sans être au courant. C'est la boxe sur ça, c'est une dinguerie quand tu prends des dernières minutes. C'est clair. Juste moi une question par rapport à ce que tu disais, parce que tu disais que tu étais confiant quand tu es allé à Manchester. Oui. Et en même temps, il y a quelques minutes, tu disais que tu te remets toujours en question. Comment mentalement tu essayes de bosser justement ça? Parce que franchement, je me suis senti confiant. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un titre. Il y avait une vraie ceinture. C'était l'opportunité de devenir champion d'Europe. Il y en a plein de boxeurs qui galèrent pour être champion d'Europe. Il y en a même pour être champion de France. Et moi, on m'appelle comme ça pour me dire, tiens, il y a un championnat d'Europe. C'était pas dans mes calculs. Je me suis dit, il fallait que je me motive. Il fallait que je prenne confiance en moi, que je peux aller le faire. En plus, en Angleterre, je me suis dit, si je gagne là-bas, ma carrière va être déclenchée. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis sorti de l'ombre. En tout cas, oui, son nom, depuis ce combat-là, effectivement, il a beaucoup plus tourné. Au-delà de la France, dans les milieux en Angleterre, aux États-Unis, dans les pages spécialisées, on a parlé de Kevin après cette victoire. En France, on est combien de champions d'Europe? Tous les autres, c'est les Anglais qui ont tous les ceintures. La boxe en France, elle est pas dans ses meilleurs sens. Deux ou trois, pas plus. Et alors, tu l'as pas vécu encore, tu le vivras dimanche sans doute, mais tu penses qu'il y aura plus de plaisir à éteindre un mec devant les tiens, Créteil, devant toute la famille, ou à aller mettre la clim à Manchester devant tous les Anglais? Sans mentir, demain, pour dimanche, je pars pas dans l'objectif d'éteindre. Parce qu'à chaque fois j'ai cherché le chaos, ça ne vient pas. Je pars dans l'objectif de boxer, de régaler les gens. Et maintenant, si j'ai l'opportunité
l'occasion de l'aligner, c'est sûr que certains, je vais le mettre dans la sauce. Une bonne sauce bien piquante, si j'ai l'opportunité. Mais c'était un kiff, pour répondre à ce qui était sous-entendu à la question, c'était un kiff de mettre la clim à Manchester? Ah oui. D'éteindre le stade là? Ah là, en plus, ils ont pas été aimables avec moi. Hein. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Hein. L'avant et après ou... C'était avant le combat. Avant le combat, ils n'étaient pas aimables parce que je boxais la star locale. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il est de Manchester, Jack Cullen. La star locale. Oh, je me suis insulté. Je suis nul en anglais. Ouais. J'entendais des non, Mozart. Dans ma tête, je disais à mon pote, hey, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, t'inquiète. J'ai compris Mozart, ça n'a pas l'air bon. Il me dit de dire bonjour à ta mère. Et ça m'a énervé. J'ai dit, lui, je vais l'arracher la tête. Quand je suis monté sur le ring, je voulais l'arracher. C'est pour ça que quand j'ai gagné, la seule façon de répondre au public qui n'a pas été aimable, ils n'étaient pas aimables avec moi, c'est de faire des pompes. Ma seule façon, c'était de dire, vas-y, je vous emmerde avec les pompes. Je suis encore frais, envoyez-moi encore un deuxième anglais. Puisqu'il y a cette image après le combat, où il fait les pompes sur le ring. C'est une façon de répondre au public parce qu'ils m'ont insulté. De ouf. Pour ceux qui auront la rêve du son, ils n'ont pas dit bonjour. Quoi. Donc, ouais, il fallait bien une conséquence. Leur mère. Il fallait bien une conséquence. Et je suis retourné en anglais, ils m'ont bien accueilli maintenant. Quand je suis reparti, ils m'ont dit, good, you fight Jack Cullen. C'est ce que j'aime bien. Je suis allé pour le combat. Non, ils sont bons, ils sont reconnaissants, ils étaient bien. Puis ils appellent ça taking the piece. Ils aiment bien, tu sais, un peu titiller, tu vois, rigoler. Ça peut choquer quand tu connais pas. Et Alex, il te demandait la différence entre mettre la clim à Manchester ou battre devant ta famille. Ta famille, elle en pense quoi? Le fait de venir te voir? Ma mère, il ne faut même pas lui parler de boxe. Elle veut même pas en entendre parler. À chaque fois, elle me dit, t'en as pas marre d'arrêter? Tu veux pas arrêter tes bêtises là? Elle regarde jamais mes combats. Elle veut même pas venir. Et dimanche, ça sera là? Elle va être pas. Si je suis certain, elle est pas là. Elle veut même pas en entendre parler. Ok. Parce que ça mais l'a fait peur, juste on lui donne le résultat, elle est contente. Elle a peur. Elle regarde pas mes combats. Elle regarde jamais. Elle attend juste les résultats. Ok. Mais parce je la comprends. Même moi, je pense que je pourrais pas boxer devant ma mère. Et au-delà de la peur, est-ce que parce qu'on sait qu'il y a souvent des parents qui s'inquiètent quand tu fais une carrière artistique ou de sportif, qui se disent je vais faire un raccourci, c'est pas un métier. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elle avait ça aussi un peu? Cette peur pour ton futur de se dire mon fils, je veux qu'il s'en sorte, c'est très dur d'être sportif professionnel, il y avait de ça un peu? Oui, je sais pas, non. Non, juste ça la faisait peur de que tu prennes des coups. Des mauvais coups et tout, et mal finir. C'est surtout ça, c'est la crainte de tout parent de voir ses enfants mal finir ou allongés à l'hôpital. Comme on dit, je dis toujours, on sait comment on monte sur le ring, mais on ne sait pas comment on descend. C'est ça qui est dur. Quand tu montes sur le ring, là, je fais mon signe de croix, je prie, je dis, hey, Seigneur, protège-moi, que je rentre à la maison, je retrouve mon fils et ma copine. Voilà, c'est le plus important. C'est cool en tout cas, tu vois, t'as pas peur de dire justement que t'as peur, tu vois ce que je veux dire? C'est cool de montrer ça. Celui qui dit il a pas peur, c'est un menteur. Mais surtout dans un sport où tu vois, normalement, il faut poser ses couilles sur la table et dire non, moi je suis. C'est cool, ça fait plaisir. Excuse-moi, mais ça t'est déjà arrivé de monter sur la ligne et de te dire à un moment, mais qu'est-ce que je fous là? Mais tout le temps, au vestiaire, pas dans le ring, au vestiaire, je me dis qu'est-ce que je fais ici? Quel débile je suis. Je me dis pourquoi je suis pas une petite souris ou un petit cafard, je me casse. Non mais sérieux, tout le temps. Mais après quand je suis sur le ring, ça y est, c'est fini. Quand j'entends ting, c'est fini. Je me dis dans ma tête, la seule personne à qui on doit lever la main, il faut que ça soit moi. C'est pas rare, hein, Rémi. C'est comme ça. C'est un truc qui est partagé par beaucoup de combattants. C'est comme ça. Surtout dans les vestiaires avant. Le côté de se dire ça va être à moi là et il va falloir les battre. Le plus dur, c'est quand on vient te dire hey Kevin, tu passes dans 2 minutes. Purée de pommes de terre. Ah là, c'est chaud. Il faut t'as ce truc à l'UFC où ils les mettent dans le couloir. Ils les font avancer et ils leur disent de couloir dans 2 minutes. Et les mecs arrivent au bout du couloir et ils entendent la foule. Les mecs commencent à annoncer, ils disent tous, bah là tu le prends un peu dans la tête. Il y a une adrénaline, je vais rentrer dans l'arène quoi. Il y a Rémi qui t'a préparé un petit question rapide, réponse rapide. Oh là là, on va conclure par ça et après on se quittera tranquillement. Tu peux répondre ce qui te vient par la tête. C'est très simple, c'est des questions courtes. Ta série du moment? Ma série du moment, Viking. Mais c'est déjà, je regarde beaucoup ça. La personne la plus connue de ton répertoire? Oh là là, la personne la plus connue de mon répertoire. Yannick Noah. Yannick Noah. Ouais. Ah ouais. Et tu l'as eu au téléphone assez souvent? Tout le temps, on était au Cameroun ensemble.
Il y a quelques temps, on a discuté énormément. Il m'a apporté beaucoup de conseils. Il est très intelligent. Il m'a inspiré. C'est le boss. Attends, regarde, ce qu'on va faire, c'est que tu fixes la caméra là, comme ça. Ouais. Voilà. Rémi derrière toi, parfait. Ton rituel avant un combat, du réveil au combat. Je me lève le matin, un bon petit déjeuner. J'éclate le petit déjeuner de l'hôtel. Ça, c'est sûr. Je mange bien. Après, je fais une balade. Je me balade toujours avec un ou deux potes. Je fais le vide dans ma tête. On parle plus de combat. Après, je rentre. Je me repose. Je me lève. Je mange. Et après, je me recouche. Et jusqu'à ce qu'on vienne me chercher pour aller boxer. Le métier que tu aurais fait si tu n'avais pas été boxeur. Alors après, on sait que tu as des restaurants, mais voilà, le métier que tu aurais aimé faire. Sincèrement, continuer mes études. Ah ouais, parce que y a que ça qui paye. J'aurais dû continuer mes études et être franchement, j'aurais kiffé être médecin, soigner, aider. Ce qu'il y a de plus camerounais en toi? En moi, mon accent, tu vois, l'accent des blédards. J'adore. Pourquoi les Camerounais sont aussi forts dans les sports de combat? Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Ouais, parce qu'au Cameroun, c'est une culture. Quand tu te balades au Cameroun, tu vois tous les jeunes, tous les trucs. On est beaucoup imprégnés dans le sport et on aime beaucoup faire le corps à corps, la lutte. Ils aiment beaucoup se bagarrer, les Camerounais. Ils sont gueulards et ils aiment beaucoup la bagarre. Quand ils boivent 2-3 bières, là, ouf, ça va vite. Rémi, si tu me permets une parenthèse, c'est que c'est une culture aussi, même africaine, je dirais. Par exemple, au Sénégal, on sait la lutte sénégalaise, ça remplit les stades, il y a 100 000 personnes. À mon avis, le jour où l'Afrique a des structures au niveau et permettent de développer et d'entraîner les talents qu'il y a là-bas, la vague va faire très mal sur le sport de combat. Très mal, parce qu'ils mangent des cailloux là-bas. Et c'est important, c'est ça qui fait aussi. On sait, les boxeurs, ils viennent du bas, ils viennent pas de là-haut. Effectivement. Le sportif qui t'inspire le plus? Sportif qui m'inspire le plus. Franchement, Francis Ngannou. Pourquoi? Parce qu'il part de très loin. Et aujourd'hui, il est au sommet. Il a des bonnes valeurs quand on regarde comment il négocie les contrats, même de ses adversaires au niveau de l'UFC. Franchement, c'est impressionnant. Il n'est pas égoïste. Il travaille vraiment pour son sport, pour mettre en avant les autres athlètes qui viennent du MMA. Si on pouvait faire ça en boxe, ce serait top. Parce que nous, en boxe, on est des smicards par rapport aux autres qui gagnent énormément et qui ne veulent pas nous aider. Donc, franchement, Francis, chapeau. On en a parlé tout à l'heure, tu as joué au foot étant plus jeune. Tu es fan du PSG. Quelle est la recrue que tu voudrais voir à Paris la saison prochaine? Oh là 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 là, je suis fan de Paris, ça c'est sûr et certain, depuis tout petit. Et la recrue, c'est l'attaquant du Real Madrid, le Brésilien. Vinicius, ouais. Avec Mbappé là, les filets vont trembler. Alors comme tu as fait du foot et que tu fais de la boxe maintenant, on va comparer un petit peu les deux milieux. Tu me réponds footballeur ou boxeur? Qui gagne le plus d'argent? Footballeur. Qui s'entraîne le plus? Boxeur. Qui voyage le plus? Footballeur. Qui s'amuse le plus? Footballeur. Qui a les meilleurs fans, les meilleurs supporters? Ça c'est chaud. Réponds après dimanche soir. Ouais. Moi je vais dire boxeur. Qui a la presse la plus critique? Boxeur. Qui voit le plus de jolies filles? Footballeur. Ils ont de la cote. Les filles, elles aiment bien les footballeurs. Et qui est le plus bling bling? Là, ça commence à se taper. Parce que nous, en boxe, il y en a quand même quelques-uns qui sont bling bling. Tu vois, on a Floyd Mayweather qui nous représente, qui affirme bien sa richesse. Il y a un peu Gervonta qui commence à bien gagner. Tu as Canelo. Mais je dirais plus footballeurs, ils sont très bling bling. Plus je mettrais footballeur en top 1. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Bon, Kevin, merci beaucoup en tout cas. Merci Kevin. Force, tout ce qu'on peut t'envoyer comme love, etc. On te l'envoie pour dimanche. Et t'as juste en 10 secondes, parce qu'on lui a pas Rémi en parler juste rapidement. T'as toujours des restos donc? Oui, toujours à Créteil. Combien? T'en as un? Non, j'en ai un. Et après, j'ai transformé à côté. J'ai des gars, mes gars, ils ont fait un salon de thé. Avec la crise qui nous a frappé, on a
On a trouvé notre Est-ce que branche. l'objectif, ça serait d'ouvrir une franchise Quick un jour? Non, pas du tout. Je veux plus dans la restauration. Sans mentir. Je t'embête. Trop galère. Ouais. Kevin, merci beaucoup. Je suis Merci désolé, beaucoup, je dois arrêter. On va filer derrière sur le quintet à 17h55. Il est 54. Kevin, merci beaucoup. Merci à vous. Force pour dimanche. Yes. Ça sera su sur RMC Sport 2. On sera là-bas. On sera comme d'habitude. On vous fera vivre le meilleur. Hésite pas à repasser nous voir quand tu veux. Avec grand plaisir. Si t'as un truc pour une promo ou juste tu veux nous dire bonjour, il y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux. Pas de souci. J'espère que ça t'a fait kiffer. Ah, j'ai kiffé. Ça régale. Mais moi, je vous donne tous rendez-vous. Ne pas louper RMC Sport 2. Dimanche 28 mai à partir de 20h30. Popcorn, asseyez-vous, il y aura du spectacle. Et je vous garantis du spectacle. Ça va avec des grosses stars qui vont. Oh, je vous ai pas dit, hein. Oh, il y a des personnalités. Vous inquiétez pas. Vous allez être choqués. Ça envoie du feu. Alors, on n'a pas besoin de faire des bandes annonces. Il y a Kevin qui nous fait ça tout seul. Je te jure. Et RFN, on n'a pas le temps de répondre, mais t'inquiète, un jour je te répondrai dans le Fighter Club. Mais oui, c'est incompréhensible et c'est même